Tiers livre, non, je m'arrête là, je le refais, regardez. Tiers livre, c'est dimanche, alors bon dimanche, et ça fait la 20e fois que je fais l'exercice. Ça veut dire quoi? Que ça devient un rendez-vous, d'abord avec soi-même. C'est pas forcément facile, c'est pas la question de trouver des trucs, c'est se dire, est-ce qu'on va continuer là, à être à la hauteur? C'est ça que je sais pas, et c'est pour ça que aujourd'hui on va parler de l'angoisse. Peut-être pas directement. Vous savez, les règles du jeu, je pioche des bouquins qui sont pour moi des questions. Par exemple, Friedrich Dürrenmatt, Suisse, né en 1921. En gros, il a l'âge de mon père. Et en gros, je suis un petit peu plus jeune que ses propres enfants. Et je suis plus très jeune. C'est bizarre d'être en Suisse parce que ça veut dire que cette grosse éclipse de la Seconde Guerre mondiale, les copains, là, lui était à Berne, il passe un peu au travers. Bon, c'est pas forcément une manière d'en parler, mais ici j'ai souvent, quand un auteur compte, j'ai plutôt tendance à aller prendre l'œuvre complète. Or, de Friedrich Dürrenmatt, j'ai gardé que ces 2 livres. Alors c'est peut-être ça qu'on va prendre comme point de départ. C'est des livres qui sont déjà en eux-mêmes des emboîtements de livres. Là, tout à l'heure, on va parler de La Panne. Je voudrais commencer par celui-ci. En gros, la question pour moi de départ, et si là pour ce dimanche, je prends ça, c'est que dans tous les déménagements, dans toutes les accumulations, dans tous les bazars, c'est des livres que je pense que j'ai achetés quand je commençais vraiment à bosser sur ces questions de ville, donc je dirais vers après la Villa Médicis, quoi, vers 85, 86, 88, décor ciment. Donc quand même 30 ans, quoi. Et 30 ans qui n'ont jamais été à plus de 2 mètres de moi dans le bazar ici. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Quelle édition? C'est connu? Non, c'est un truc qui s'appelle Ex Libris, Lausanne. Ça figure même pas sur le bandeau et ça figure même pas sur la couverture. Et oui, je l'ai respecté. Des livres comme ça s'abîme pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est indiqué que ça a été publié d'abord en allemand, Die Stadt, Frohe Prosa, prose de jeunesse, je sais pas, Frohe, c'est ce qui vient d'abord, c'était première prose, c'est pas prose de jeunesse, puisque c'est des textes qu'il a écrits quand il a 30, 40 balais, 1952, chez Verlags machin à Zurich, et traduction française, 1974, 20 ans plus tard, chez Albin Michel, qui a publié directement, là par contre c'est marqué Albin Michel, les livres dont on va parler. Et pourquoi toutes ces espèces de manières de couper les cheveux en 4? Ce qui est bizarre, c'est que autant de textes qui auraient pu faire des livres. Est-ce que c'est vraiment des proses? On a ce problème-là pour Coltès aussi. Alors, mettons les choses dans l'ordre. Friedrich Dürrenmatt. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse. Il est de ceux, donc une génération avant ceux de ma génération, qui ont travaillé dans la presse, parce que la critique, la satire, la publication directe, là, au contact du monde, et puis aussi, justement, il y a la radio. Et donc, fabriquer des textes pour l'imaginaire auditif. Dürrenmatt, c'est constitutif son travail. En même temps, il est d'un monde que moi je vois s'éloigner comme ça un peu dans le passé, parce que c'est pour Brecht, Pirandello, Beckett, dont on va parler peut-être dimanche prochain, évidemment font partie, moi, de, j'allais dire, ma sphère, mon globe extérieur de littérature. Mais est-ce que j'ai le virus du théâtre? Probablement pas. Et Dürrenmatt, lui, c'est le théâtre qui a toujours été sa ligne dure. Et puis en même temps,
un écho, et j'allais même dire une célébrité, et qui font que pourquoi tu te priverais de continuer et puis d'explorer cette ligne-là chez lui, toujours sulfureuse. Ben voilà, je connais même pas le théâtre de Dürrenmatt. La honte, hein. Oui, mais peut-être que ceux qui connaissent le théâtre de Dürrenmatt, est-ce qu'ils ont été voir dans la ville? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ce qui est très étrange, c'est que, donc à part cette erreur prose de jeunesse, que c'est pas des proses de jeunesse, c'est que ce type qui manipule de la radio, qui manipule de la publication presse, qui travaille pour le théâtre, eh bien, au début de sa carrière, il propose 2 romans policiers. C'est des détournements de romans policiers, Le juge et son bourreau, et puis un autre qui s'appelle Le soupçon, qui sont rassemblés dans ce livre avec la panne dont je vais parler. Et puis, juste après, il continue l'expérience de prose. Mais c'est une expérience de prose fantastique, une expérience de prose très bizarre. Et ça fait des textes, regardez, celui-ci s'appelle Le chien. Il est long, hein? 2, 4, 6, 8, 10, 12 pages. Est-ce qu'avec 12 pages, on fait un livre? Eh bien, on a jugé que non. Donc, le chien s'insère dans un ensemble qu'on appelle prose de début. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bizarre ce texte? Et il y en a d'autres. Un autre, c'est suivant, c'est Portrait de Sisyphe. Il est un tout petit peu plus long, il fait une vingtaine de pages, et on arrive à celui qui s'appelle Le directeur de théâtre. Alors là, c'est encore plus étrange, puisque précisément dans ce truc-là, est-ce que c'est une nouvelle? Ben justement, il appelle pas ça nouvelle. Et vous savez qu'en France, on a la nouvelle est un genre à la fois funambule, difficile, jamais reconnu, mais on n'est même pas. On est dans un espace où on a 2, 4, 6, 8, toujours pareil, 10 pages. Est-ce qu'on fait un livre avec 10 pages? Ben oui, mais simplement, il se trouve que moi, depuis 30 ans, le texte de 10 pages de Friedrich Dürrenmatt, qui s'appelle Le directeur de théâtre, il me lâche pas, il me colle à la peau. Je le connais par cœur, hein. C'est étrange, on retrouve un peu le thème du Nyarlathotep de Lovecraft. C'est-à-dire... dans ces villes où, forcément, pour Dürrenmatt, le théâtre est important, puisque c'est le lieu même d'exercice de son esthétique, là où il joue sa peau dans ses pièces, eh bien, un personnage falot, obscur, un personnage qui n'est pas ni l'acteur, ni l'auteur de théâtre, le directeur du théâtre. Eh bien, ce type qui ressemble à pas grand-chose, dont on ne s'est jamais méfié, voilà que le théâtre prend une espèce de dimension, ça rend les gens fous. C'est-à-dire, ce qu'on accomplit sur la scène, c'est des simulacres de crimes, mais petit à petit, sans qu'on s'en aperçoive, par le seul détournement bizarre, comment c'était ça? Nous ne lui prêtâmes attention qu'à partir du moment où il se mit à se comporter d'une façon que nous trouvâmes ridicule, qui à l'époque provoqua d'ailleurs toutes sortes de plaisanteries. Mais quand nous commençâmes à nous y intéresser, lui avait déjà pris la direction du théâtre. S'il excitait nos rires, ce n'était point comme ces gens dont la niaiserie, l'esprit nous amuse, mais comme ces choses inconvenantes qu'il nous arrive de trouver drôles. Il est d'ailleurs bien, etc. Il était de petite taille, c'était quoi la phrase que je cherchais? Ce fut peut-être en découvrant certains changements dans les spectacles dû visiblement à son initiative. Je ne saurais toutefois préciser quand nous soupçonnâmes pour la première fois chez lui une accointance avec le mal. C'est-à-dire ce personnage, qui est un personnage disparaissant, personnage sans qualité, comme aurait dit Musil. Eh bien, tout d'un coup, le théâtre devient le lieu scénique de l'accomplissement de vrais crimes. Et tout ça tenu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça s'appelle Le piège, ensuite. Et vous savez quoi, ce que ça raconte? Quelque chose qui exactement correspond au titre, Le piège. Je vous lis la fin du piège. La maison devait être vieille, car le plancher par moments cédait sous ses pas. Une porte se referma derrière lui.
La femme lui lâcha la main, elle se retrouva seule, il l'entendit marcher, puis elle s'arrêta elle aussi. Une allumette flamba, elle mit le feu à une chandelle, elle se retrouva dans une petite chambre. De grosses planches étaient clouées aux fenêtres. Au milieu de la chambre, il y avait une grande table de bois blanc où était posée la chandelle. Devant la table, une chaise et un lit contre le mur. Pas de glace, pas d'image, pas d'armoire, rien que du vieux bois, partout, nu, grossier, avec des fibres courant en tous sens comme des veines, confondues avec son ombre à lui et celle de la femme. Voilà la chambre de ma mort, pensa-t-il. Je l'ai tout de suite reconnue. Et il se retourna vers la femme. Je veux mourir avec elle, pensa-t-il encore. À quoi bon partir seul? Puis il se mit à rire. Pourquoi ris-tu? Demanda la femme. Je ris parce que tout est si simple, répondit. Et il se tut. Je vous laisse les 6 dernières lignes. Vous croyez que c'est tout? Non. Donc il y a un texte qui s'appelle La ville, ensuite. Lui, il est plus long. Alors, c'est des textes qui sont aussi ce truc. Tout à l'heure, je parlais de la Seconde Guerre mondiale. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est en Suisse. Bon, j'ai plein d'amis suisses, heureusement. Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce que, pour des gens de mon âge, tiens, Vincent Frottet, si tu passes par là, qu'est-ce que c'était pour ceux qui étaient une génération avant nous, entre Français et entre Suisses, la différence à cause de ça. C'est-à-dire que lui, il commence d'écrire ses textes, et il est 1921, en 42, donc il a 21, 22 ans, 23 ans, mais pendant 10 ans, il continue de retravailler ses textes en les republiant. Alors, republier de revues en magazine, en petits bouquins, rassemblant les bouquins, est-ce que c'est quelque chose de spécial? Non, Borges a fait comme ça. Quand on lit un texte de Borges, comme La Bibliothèque de Babel, on sait que, à peu près d'ailleurs, dans la même époque, dans cet immédiat après-guerre, peut-être un peu avant pour Borges, le texte a été publié 5 ou 6 fois, et chaque fois dans une version qui s'affine, se précise, s'aiguise. Et ça, est-ce que c'est du travail de prose de jeunesse, ou si c'est justement l'exposé du travail de la prose, ou le chemin de laboratoire qu'on fait sur des proses courtes pour arriver à justement ce qui se passe pour lui ailleurs que dans la prose, qui se passe dans le théâtre. Alors La ville, c'est un petit peu plus long, mais c'est des descriptions qui sont là-dedans aussi. L'homme que j'avais surpris était l'occupant de cette niche que je ne pouvais voir. Voilà qui me paraissait indubitable, me remplissait d'une certaine fierté, car c'était la confirmation d'une vérité que j'avais découverte par le seul raisonnement, quand bien même venait de surgir en moi le soupçon diabolique, quoique infondé, que je n'avais vu peut-être que mon propre reflet, puisque le mur, je l'ai dit, était en verre. Si j'avais donc quelque raison d'admettre que cet homme aux yeux exorbités par la peur, à la denture pointue, serrée, avait vraiment existé, j'examinerai plus tard ce nouveau soupçon. Il devenait du même coup probable que c'était un gardien, puisqu'il s'était déplacé vers l'intérieur pour venir à ma rencontre, et qu'un prisonnier devait avoir en principe tendance à se faufiler plutôt vers l'extérieur pour essayer de prendre la fuite. Évidence qui, à son tour, remettait en question ma qualité de gardien. Il m'eût été, etc., etc., etc. Est-ce que dans La ville, j'ai des bouts de description? Non, j'arrive... du moins... C'est tellement facile pour nous de dire « Ah, parlons pendant 40 minutes. » Et puis, ça fait rien, parce que de toute façon, vous pouvez y revenir, et puis vous regardez jamais toutes les mêmes vidéos les uns les autres. Et puis je vous dis, on fait ça pour soi, c'est testamentaire. Mais ce qui est étrange, c'est que donc, ces textes s'écrivent sur une bonne dizaine d'années, 42 à 52, avec des tas de versions, justement, qui aiguisent. Et puis, en 56, c'est-à-dire avec un trou de 4 ans entre l'ensemble des autres textes et celui-ci, il en rajoute un autre. C'est-à-dire que lui qui est dans le théâtre, il lui revient. Alors celui-là, il fait comment? Regardez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Il est plus long, il fait 20 pages quasiment. C'est quoi le tunnel? Est-ce que vous avez pris le train en Suisse? Moi, j'aime prendre le train en Suisse. C'est ultra régulier, ultra précis, etc. Et puis des fois, pour faire 20 km, il faut que vous partiez dans le nord, puis vous rechangez, puis vous repartez, puis vous revenez. Mais tout marche, juste les quais à traverser, tout ça. Il y a la gare de Bâle, une sorte de bizarrerie étrange. Évidemment, on connaît tous la gare de Genève parce qu'on y a à attendre, mais c'est cette espèce de réseau maillé très serré. C'est venu d'où la relativité?
le premier principe de la relativité, ce Albert Einstein, dont la femme était mathématicienne et qui a beaucoup contribué à ce principe, il fallait simplement qu'il coordonne l'exactitude et la synchronie des différentes horloges compte tenu de la vitesse de propagation du signal qui les synchronisait. C'est comme ça que c'est né, la relativité, par les trains suisses. Et quelquefois, il m'est arrivé aussi, on vous attend peut-être pas à Lausanne ou à Bienne, et puis votre train il tombe en panne, et puis vous avez 2 heures, ils sont comme les autres. Mais au moins, on a de bons paysages, et puis des fois, on a des copains qui vous payent un café parce qu'on les a croisés, parce que tout le monde se rend compte. Bon, en tout cas, des fois, on passe dans des tunnels. J'ai eu trop l'impression que c'était paniquant. Mais si votre train il passe dans un tunnel, finalement c'est ordinaire. Ça fait qu'au lieu de regarder le lac qui se déroule à côté, vous pensez à autre chose. Remettez votre nez dans votre livre. Les pensées continuent leur petit chemin. Puis vous ressortez de la page du livre et on est toujours dans le tunnel. Bon, il était long ce tunnel. Bon, c'est pas grave, on pense à autre chose. Puis ça insiste, le train est toujours dans le tunnel, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'habitude de faire la ligne. C'est jamais resté si longtemps dans un tunnel, le train, sur cette ligne. Ou alors vous n'aviez pas remarqué les autres fois. Et puis les gens à côté, eux aussi commencent un petit peu à se troubler. Vous essayez de remettre le nez dans le livre, mais il y a le tunnel qui continue, puis il y a le contrôleur qui passe, et puis voilà. Vous avez la situation de départ. Tenez 20 pages. Imaginez qu'en plus, le train accélère. Imaginez qu'à mesure qu'il accélère, le tunnel continue de se déployer au-devant de lui. Il faut être culotté, non? Et se cramponnant à ses épaules, c'est la fin. Que devons-nous faire? Cria-t-il à travers le vacarme. Le tunnel déferlait sur eux, la bouche collée à l'oreille du jeune homme dont le corps, inutilement gras puisqu'il ne le protégeait plus, reposait inerte sur la vitre qui le séparait de l'abîme, de cet abîme qu'il buvait ardemment de ses yeux, enfin grands ouverts. Que devons-nous faire? Rien, répondit impitoyablement l'autre, sans détourner les yeux de ce spectacle mortel avec un rien d'enjouement fantomatique cependant, le visage parsemé des débris de verre du tableau de bord, tandis qu'on ne sait quel courant d'air envahissait brusquement la cabine. Sur la vitre, une première fente venait d'apparaître, projetée vers le haut du couloir. 2 tampons d'ouate. Rien. Dieu nous a laissé tomber. Nous voici précipités vers lui. Friedrich Dürrenmatt. Donc c'est un recueil, pour moi, cette interrogation essentielle qui renvoie à nos usages du web. Si esthétiquement, la concentration, la concision du théâtre fait que c'est plus tellement le roman, le juge le juge et le bourreau là, dans ce livre, et le soupçon, mais que ça nous amène à ces proses qui font 10 pages, qui font 20 pages. Même problématique chez Coltès avec Prologue, même problématique chez Henri Michaud dans Face au verrou. Et tout. Comment arriver à donner esthétiquement à ces proses qui pour nous sont complètement liées à la nécessité et au fantastique? Est-ce qu'il fallait qu'il en fasse un bouquin de 200 pages pour avoir la rentrée littéraire d'automne ou la rentrée littéraire d'hiver, comme on dit joliment dans leur connerie de merde? Non, justement. 10 pages, 20 pages. Et c'est la même question au travers. Voilà, ça c'est ce recueil qui s'appelle La Ville de Dürrenmatt. Mais vous voyez, la ville, c'est un texte entier. Le tunnel, c'est un texte entier. D'ailleurs, il y a un tunnel aussi chez Henri Michaud. Le piège, c'est un texte entier. Le chien, c'est un texte entier. J'ai oublié de vous parler du titre du premier. Les pierres sont mortes, l'air comme du roc. La terre pèse de partout, des fentes ruissellent une eau froide. La terre suppure, l'obscurité guette, les tenailles rêvent. Le feu somnole, les supplices collent au mur. Il est tapi dans un coin, il tend l'oreille. Les heures rampent, il se lève. Très haut, une porte s'ouvre. Le feu flambe, les tenailles bougent, les coudes s'allongent. Les supplices quittent les murs et s'abattent sur tout objet. La chambre de torture se met à respirer. Des pas s'approchent. Le texte s'appelle Le Tortionnaire. Alors pourquoi cette histoire d'angoisse? En fait, je ne savais pas. Dans ce qui me relie à Dürrenmatt,
Donc je suis même pas sûr, voyez-vous, que le juge et le bureau, le juge et le bourreau, pardon. J'ai lu ça, mais si j'ai le bouquin depuis 30 ans, j'ai lu ça il y a 30 ans. Est-ce que je les ai relus? Je suis sûr que non. On en a un souvenir, comme ça on sait que là est la place de ce récit qu'on a lu une fois. Pareil pour le soupçon. Alors par contre c'est de la très belle écriture, parce que ça c'est traduit par Walter Weideli, donc un nom comme ça, je pense que c'est un Suisse bilingue. Mais ces 3 livres publiés successivement chez Albin Michel ont été traduits par Armel Gern. Armel Gern qu'on retrouve pour Malte Loritz Brigg, c'est Maurice Betts, mais je ne suis pas sûr que... Enfin, Gern, en tout cas, a traduit aussi beaucoup de Rilke, immense traducteur ou poète aussi. Et il y a la panne. Et la panne, est-ce que c'est long? Non. La panne, c'est ça. C'est-à-dire de la page 9 à la page 63. C'est-à-dire que là, on a grandi énormément. On a 50 pages, des pages consistantes, des pages grosses. Et ce texte sur moi est indélébile. En même temps, si j'essaye de le regarder, ou même en lire un extrait, ça ira pas. Peut-être qu'on pourrait le présenter presque comme un exercice d'écriture. C'est-à-dire, vous êtes dans la vie ordinaire, quotidienne. Là, il s'agit d'un représentant de commerce. Il a fini sa tournée, il a dormi dans un hôtel, il revient en voiture, là où il habite. Et puis la voiture tombe en panne. Ça nous est arrivé à tous. Et puis, bien parce que le garagiste, c'est pour avoir la pièce que le lendemain, il faut autant dormir sur place. Donc prévenir chez lui ou pas, enfin bon, on envoie le message comme quoi c'est quelque chose de tout à fait ordinaire, mais qu'il pourra revenir que le lendemain. Il y a une auberge, mais à l'auberge, il n'y a pas de place. En tout cas, il n'y a plus de chambre, ou simplement elle est fermée. On est dans des choses qui sont tellement habituelles. On lui signale que la maison un peu plus haut, là-bas, il ne sait pas qu'ils font chambre d'hôte, mais le gars, quand on vient sonner à sa porte, et s'il y a besoin de dormir, vraiment, il sera le plus content. Bon, c'est un peu bizarre comme situation, mais c'est pas trop... Bon, de toute façon, nécessité faisant loi, pourquoi pas au moins prendre langue. Il est très bien accueilli. C'est une personne un petit peu âgée, très vive, qui s'intéresse, qui lui demande ce qu'il fait comme travail. Et donc on est dans quelque chose, il lui montre, non, mais au contraire, c'est quelqu'un qui a une domestique, quelqu'un qui lui fait la cuisine, qui prévoit toujours un peu large. D'ailleurs, ce soir, il a des amis qui vont venir. Alors, de toute façon, un de plus ou un de moins, c'est pas grave, mais que lui, de toute façon, vous voyez, dans ce village, on aime bien un petit peu de compagnie. C'est plutôt une bonne surprise. Quel plaisir de recevoir quelqu'un. Tenez, je vais vous montrer la chambre. Vous voyez comme c'est simple. La chambre, elle est toujours prête au cas où des gens de passage ou des amis ou de la visite. Et puis, tout est simple. Et puis demain matin, vous reprenez votre voiture. Et puis arrive le soir. Et puis ce qui est très étrange, c'est que... Enfin, ce qui est très étrange, vous voyez comment je me laisse piéger. Il arrive 3 personnes, et puis ils sont tous comme le petit retraité qui l'a accueilli. Il était juge, lui, d'ailleurs. Mais l'autre est bien justement au tribunal de la même petit canton. On est en Suisse. Eh bien, lui, il était procureur, et puis l'autre, il était avocat. Mais alors, justement, quand on... et puis, il y en a une dernière, un peu plus taciturne. Mais justement, ils sont heureux de se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, on revit le bon temps, tout simplement. On parle un petit peu, puis on reprend ses rôles. Alors, d'ailleurs, là, on commence à le faire parler, et puis l'avocat lui dit, mais... Je vous défendrai. Me défendre de quoi? Et puis, vous savez, ils font un peu des questions, c'est un peu comme un interrogatoire. Et puis on se laisse aller à parler. Et puis arrive ce truc un peu plus flottant, l'avocat qui lui dit, mais vous parlez trop. Il me dit, mais quoi? J'ai dit quoi? C'est rien, c'est pas plus que des choses totalement
indifférente de la conversation, son emploi du temps, et puis il y a ce tout petit indice de glissement qui est pas vraiment factuel. On est dans la conversation, et puis mais je suis un homme ordinaire. Moi, je peux jouer à votre jeu puisque de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Je suis un homme si ordinaire. Je suis un représentant de commerce. Ma voiture est tombée en panne. Ma femme et mes enfants m'attendent, et puis merci, le repas est bon, les vins sont choisis, la conversation, c'est des gens cultivés, tout va bien. Sauf que, mais vous comprenez, on n'est jamais si ordinaire, on a toujours un petit quelque chose en soi qu'on a à cacher, à dissimuler. Oh non, moi, je n'ai même pas eu cette chance-là. L'avocat, ne dites pas ça, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Ouais, oui. Et puis là, bah, c'était une histoire de collègue de bureau. Et puis, il y avait eu des frictions, il n'avait pas aimé. C'était, le gars, il y avait une place à prendre. C'est lui qui a pris le truc, et puis l'autre, il l'a éjecté. Alors, je ne vais pas raconter, parce que tout ça, vous voyez, en 50 pages, vous ne pouvez pas vous étendre. C'est des pièces, c'est presque comme ce qu'on aime de couteau aiguisé chez Agatha Christie, où tout prend sa juste place, comme ça. Et bon, je laisse, je ne veux pas raconter. Mais à partir de ce truc-là, oui, il y a quelque chose à se reprocher. Et si vous allez dans ce truc, ça a été quoi les conséquences? Ça a été quoi les conséquences pour le bonhomme? C'était quoi les conséquences pour lui et son épouse? Ça a été quoi les conséquences pour... Et l'avocat devient petit à petit blême, mais ça fait rien. On boit, on rigole, on est heureux, on se sépare, il se retrouve dans la chambre, seul, et au matin, il s'est pendu. La panne. Friedrich Dürrenmatt. S'interroger chacun sur la liste qu'on peut faire de ces livres lus une fois, relus régulièrement. Je dis, je relis la panne, je relis pas les autres. Pourquoi je dis atelier d'écriture? Parce que la situation narrative de départ, il suffit de la prendre. Et puis vous mettez quoi comme sauce? Juste sur ce petit truc, la situation ordinaire, puis qu'à un moment donné, c'est quoi le petit truc caché qu'il ne faut pas ouvrir? Même si c'est tout petit, même si c'est un petit cube de rien, mais simplement si on l'ouvre, ça déchaîne. Ça déchaîne quoi? Ça déchaîne la narration dans l'espace de 50 pages. Mais au bout du compte, ça vous laisse avec quoi? Une angoisse. Et c'était ça mon point de départ. Ces choses qui nous rejoignent et nous prennent par la littérature, est-ce que c'est parce que on négocie en permanence avec notre propre angoisse et qu'on cherche des livres qui viennent appeler, réveiller cette angoisse et nous aident à la contrôler parce qu'on est seulement dans l'espace du livre? Simplement quand la fiction est forte. Et je pense à Dostoïevski. Prenez le double ou le sous-sol dans les traductions d'André Markovits. Ces angoisses qui sont travaillées de façon simulacre parce qu'on est lié au texte, parce qu'il nous appelle et nous fait travailler dans le lieu de cette angoisse, et le livre nous renvoie au dehors, lesté de cette angoisse. Et à ce moment-là, Dostoïevski est insupportable. Il est insupportable et il est grand parce que c'est à lui qu'on s'accroche pour continuer. Et là, de la même façon, on est renvoyé au jour qui lève, avec la voiture qui est réparée, avec ces gens qui sont calmes et qui se reverront pour discuter ensemble. Simplement, il y a un problème. Il y a celui qui s'est pendu. Et la figure taciturne, c'était l'ancien bourreau, bien sûr. L'ancien exécuteur des basses œuvres, mais il n'est pas intervenu, il n'a pas eu besoin. Et c'est là où le fait que ces accélérateurs ou ces concentrateurs d'angoisse nous aident à convoquer la nôtre pour la mettre en travail. Bon, c'est Max et les maxi-monstres, et puis l'enfant et ces choses qui sont en dessous le lit et qu'on n'ira pas voir. Mais justement, j'ai pas la réponse. Est-ce que la littérature est réservée à ceux et celles qui ont de l'angoisse? Ou est-ce que, parce qu'on aime la littérature, on est capable d'atteindre à de plus belles angoisses et qu'elle nous renvoie plus fort vers les autres? C'est là où c'est compliqué, mais dès que j'ouvre
ce petit coin, là, où il y a de l'angoisse, eh bien, les deux boucliers de Friedrich Dürrenmatt, avec le piège, le tortionnaire, le chien, la ville et le tunnel. Et puis de l'autre côté, la panne. Dürrenmatt incarne à jamais, pour moi, cette chose-là, sur quoi j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui a commencé le premier ? L'angoisse ou la littérature ? Eh ben, c'était ça le thème de ce dimanche. À dimanche prochain.